Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Plume de Doctorant, nous recevons Marie-Bénédicte Vincent, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne au XIXe et XXe siècle, et notamment de l'État, de ses élites administratives, mais aussi des mémoires du nazisme et des questions d'épuration. Marie-Bénédicte Vincent, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions du CNRS un livre sur l'épuration des fonctionnaires en Allemagne de l'Ouest, mais aujourd'hui, nous nous entretenons avec vous pour parler de votre biographie d'Ernst Kaltenbrunner, le successeur de Heydrich, paru en octobre 2022 chez Perrin. Un livre découpé en 8 chapitres chronologiques et pour lequel vous avez choisi de débuter par la fin, puisqu'en fait vous commencez par évoquer le procès de Nuremberg de 1945-1946 pour montrer comment ce premier procès a participé à construire l'image de Kaltenbrunner, présenté comme un homme de seconde main du régime, alors qu'il était en fait bien plus que ça, et vous l'expliquez. Oui, donc j'ai dû, pour la construction du livre, évidemment, d'une part, réfléchir à ce qui était le plus pertinent, mais aussi me situer par rapport à une biographie qui existait déjà, celle réalisée par un Américain, Peter Black, qui, dans les années 1980, avait aux États-Unis fait la première biographie de ce dirigeant. Et cette biographie était construite de manière très classique, de manière chronologique, de la naissance à la mort de Kaltenbrunner, donc je voulais pas refaire la même chose. Et par ailleurs, commencer donc par le procès de Nuremberg correspondait vraiment à mon interrogation de départ, à savoir comment se fait-il que ce dirigeant SS, qui est le second après Himmler dans l'appareil sécuritaire du régime nazi et qui dirige tous les renseignements, finalement, tous les services de renseignement de ce régime entre janvier 1943 et mai 1945, comment se fait-il qu'il est à ce point méconnu, alors dans le grand public certainement, mais même chez les spécialistes, finalement c'est assez rare. Donc d'une part, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui évoquent son rôle, et donc cette interrogation m'a amené à revenir sur le procès de Nuremberg, et j'ai intitulé ce premier chapitre « L'écran du procès », précisément pour expliquer que selon moi, cette méconnaissance de son rôle tient peut-être à l'image qu'on avait de lui finalement en 1945-1946, au moment où les Alliés donc jugent ce qu'ils appellent les principaux criminels du régime. Et à cette date, Kaltenbrunner est pourtant le plus haut gradé de la SS, mais c'est sûr que les Alliés ne le connaissent pas beaucoup parce qu'il est arrivé tardivement finalement à ses responsabilités, donc entre janvier 1943 et mai 1945. C'est pas comme d'autres dirigeants nazis qui sont bien connus des Alliés, Göring, Ribbentrop, Keitel. Et donc, comme on peut dire que l'historiographie du nazisme, c'est-à-dire la manière dont les historiennes et les historiens travaillent sur cette période, commence avec le procès de Nuremberg, parce que ce procès est l'occasion de rassembler des milliers de documents qui constituent la première base archivistique pour étudier ce personnage. Et bien donc, j'en suis venu à supposer que cette perception d'un moindre rôle de Kaltenbrunner avait ensuite influencé l'historiographie, donc jusqu'à tardivement. Voilà, d'où ce choix. Et donc dans votre parcours d'historienne, à quel moment l'avez-vous croisé en fait, et à quel moment vous êtes, pourquoi l'avoir croisé, pourquoi vous êtes dit donc en effet il y a ce vide là, il faudrait que je fasse quelque chose. Alors souvent en histoire on est je dirais il y a deux choses. Il y a d'abord une raison peut-être scientifique que je vais vous présenter parce que c'est la plus rationnelle, et puis ensuite il y a des hasards, c'est la vie, c'est souvent ça. Donc la raison scientifique, c'est que finalement c'est un personnage qui croise plusieurs sujets que j'avais travaillé précédemment. Donc d'abord donc j'ai fait une thèse effectivement d'histoire contemporaine sous la direction de Christophe Schall, qui étudiait donc les élites juridiques de l'Allemagne. Donc Kaltenbrunner, c'est un juriste, c'est un docteur en droit. J'avais commencé il y a très longtemps par une maîtrise sur les corporations étudiantes de l'Allemagne de l'Empire, jusque dans la Première Guerre mondiale. Et Kaltenbrunner, c'est aussi un ancien d'une Burschenschaft, c'est-à-dire c'est une
organisation étudiante, plus qu'une organisation, on a une corporation d'armes. Donc, il est membre de la Burschenschaft, d'une Burschenschaft au début des années 20. Et donc, ça croisait aussi ce tout premier intérêt pour ce sujet. Ensuite, je me suis intéressée à l'épuration, à la dénazification. Et évidemment, le procès de Nuremberg, c'est le premier et peut-être évidemment le plus connu des procès d'épuration, de dénazification. C'est le haut de l'iceberg, si vous voulez. Donc, Kaltenbrunner, c'est un des condamnés à mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en 1946. Donc, à ce titre-là, il m'intéressait. Donc, ça fait 3 raisons, vous voyez, qui me portaient à... Ça, c'est des raisons scientifiques. Mais dans la vie, c'est souvent pas comme ça que ça se passe d'abord. En fait, j'ai répondu à une commande. Chez Perrin, Benoît Hiver, que j'avais rencontré, m'a dit « Mais pourquoi il n'y a pas de biographie en français sur Kaltenbrunner ?» Et donc, je me suis dit « C'est vrai, finalement, c'est quelqu'un qui m'intéresse pour ces raisons scientifiques. Je réponds oui à la commande et je me suis lancée. » Mais c'est vrai que c'était pas dans mon ADN de chercheuse, on va dire, de travailler sur un personnage. Moi, je viens de l'histoire sociale. On travaille sur des échantillons, sur des groupes, donc échantillons qui peuvent être de taille variable. Mais c'est vrai que moi, en thèse, j'avais travaillé sur un échantillon de au moins 350 individus. Ensuite, pour ma thèse d'habilitation, j'ai travaillé de nouveau sur des groupes. Donc, quand on vient de l'histoire sociale, travailler sur un personnage, si vous voulez, c'est pas courant. Et j'ai cherché à le faire tout en gardant les questions qui m'intéressaient, c'est-à-dire en quoi il est finalement représentatif d'un groupe plus large que lui, que j'ai identifié comme étant celui des élites, des cadres secondaires, on va dire, du régime nazi. C'est-à-dire pas les plus hauts dirigeants, les figures de proue, mais ces cadres secondaires qui en fait font fonctionner le régime. Alors Kaltenbrunner, il a une ascension fantastique en 1943, mais on va dire qu'il est dans le fonctionnement du mouvement puis du régime nazi depuis le début des années 30. Et du coup, comment est-ce que vous avez approché aussi cet exercice qu'est la biographie ? Est-ce que vous avez dû faire des choix ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez choisi d'aborder et d'autres au contraire de moins étayées ? Oui, alors je pense que ceux et celles qui lisent le livre trouveront qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de choses sur sa vie privée, sa vie en famille. Donc moi j'ai fait un choix qui était aussi largement dicté par les sources. Les sources que j'ai consultées étaient très peu diverses sur justement la vie de Kaltenbrunner en famille. Il est père de 3 enfants, mais il a aussi eu des maîtresses. Il a aussi donc c'est quelqu'un qui vient de Haute-Autriche, donc il a aussi tout un réseau familial dans cette région. J'en parle très peu. J'en parle quand les sources m'invitent à le faire, notamment dans toute la seconde partie du livre. Je m'intéresse à l'après 1946 et il y a son procès d'épuration qui vient après Nuremberg. Il est déjà exécuté à ce moment-là, mais c'est un procès devant le tribunal du peuple à Vienne, parce que les Autrichiens ont tenu eux aussi à juger leur nazi, entre guillemets. Et donc à ce moment-là, dans ce procès, et surtout dans le contentieux qui suit ce procès, on voit intervenir la veuve de Kaltenbrunner, Elisabeth Kaltenbrunner. Donc là, je parle de sa famille. Mais sinon, tout au long du livre, j'en parle très peu. Et je pense que, outre le fait que les sources ne m'invitaient pas à le faire, c'est aussi sans doute parce que c'est des sujets qui, moi, venant de l'histoire sociale, m'intéressaient moins. Voilà. Finalement, qu'est-ce que ça change de savoir si Kaltenbrunner est un bon papa, s'il offre des cadeaux à sa femme pour son anniversaire? En fait, ça ne nous aide pas, de mon point de vue, à comprendre le personnage. Et quand les lettres, je me suis appuyée un peu, cette réflexion vient du fait qu'on a eu accès il y a quelques années à la correspondance privée de Himmler avec sa femme. Donc c'est une correspondance qui a été éditée et traduite. C'était Michel Wilt, entre autres, qui faisait cette édition critique. Et pour avoir lu cette correspondance, alors on voit pas finalement... Alors il y a une énorme distorsion entre le Himmler criminel et le Himmler en famille, qui semble être un papa qui s'intéresse à ses enfants, qui n'oublie pas les cadeaux de Noël, etc., même quand il est loin. Mais finalement, ça n'aide pas à comprendre le Himmler auteur donc de la politique criminelle du régime nazi. À part souligner cette distorsion, je trouve que ça ne fait pas avancer beaucoup. Voilà, enfin, du moins, c'est mon point de vue. Donc du coup, pour faire cette biographie, vous évoquiez tout à l'heure les archives du procès de Nuremberg comme première source archivistique pour approcher cet homme. Quel type d'autres sources vous avez mobilisées ? Est-ce que, comme Himmler, on a de lui des écrits personnels ou pas du tout ? Non, alors très peu. Kaltenbrunner, c'est pas un intellectuel.
Donc il a un doctorat de droit, mais ça veut rien dire. Je dis ça puisque vous adressez à un public de doctorants. C'est pas comme aujourd'hui les doctorants qui sont des gens qui écrivent une thèse, donc qui disent beaucoup et qui rédigent. À l'époque, un doctorat de droit en Autriche au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est 3 examens qu'on passe. Il n'y a pas de thèse à rédiger. Donc c'est quelqu'un qui écrit peu. J'ai très peu vu de textes rédigés par lui qui seraient des textes proposant des politiques ou imaginant des solutions. Donc j'ai trouvé un texte original, entre guillemets, où à l'époque où, avant, je dirais, 1941-1942, est encore d'actualité une solution territoriale à ce que les nazis appellent la solution à la question juive. Tout ça à mettre entre guillemets, c'est évidemment des termes nazis. Kaltenbrunner se distingue en disant que l'Australie pourrait être un dépotoir, entre guillemets, pour les Juifs. Et à l'époque, ça tranche un peu puisque on imagine plutôt Madagascar, hein, à partir de 1940, quand l'Allemagne a envahi la France et après la signature de l'armistice, les nazis se disent que Madagascar pourrait être cette terre qui permettrait de transférer tous les Juifs d'Europe pour, entre guillemets, ne plus les avoir en Europe. Donc là, j'ai trouvé quelque chose, une pensée originale, j'allais dire, par rapport à ce qui était finalement la doxa de l'époque chez les nazis. Voilà. Mais hormis ce texte, j'ai très peu, finalement, dans les sources que j'ai pu consulter, vu de texte original de Kaltenbrunner. On le voit plutôt signer des ordres, signer des rapports, voilà, mais ça ne dévoile en rien une pensée originale. Alors, je reviens à votre question qui était les sources. Donc, les sources, je me suis appuyée d'abord sur des sources, donc des procès d'épuration. Alors, certes, il y a le procès de Nuremberg, mais il y en a d'autres. Il y a donc d'abord le procès de Kaltenbrunner devant le tribunal du peuple de Vienne, qui est une source très importante parce que elle mobilise dans l'instruction des témoignages, notamment donc de victimes et de membres de la résistance autrichienne. Donc ça, je m'en suis évidemment beaucoup servi. J'ai été aussi au centre archivistique de la résistance autrichienne à Vienne. Donc ils ont beaucoup de documents qui émanent de la résistance. Donc j'ai aussi consulté les archives du camp de Mauthausen en Autriche, puisque c'est le camp de concentration en Haute-Autriche qui était finalement sous la direction de Kaltenbrunner, puisque lui-même était chef de la SS d'Autriche entre 1937 et 1943. Et donc voilà pour... Et puis ponctuellement, je me suis servi aussi de sources de la police autrichienne, puisque dans la période dite clandestine du parti nazi en Autriche, donc entre 1933 et l'Anschluss de 1938, il est très difficile d'avoir des sources sur l'activisme des nazis, puisque c'est une activité clandestine et qui fait l'objet d'une répression. Mais la police, plusieurs fois, a saisi des activités, et Kaltenbrunner a été incarcéré, a dû payer plusieurs fois des amendes. Donc, ponctuellement, on a des traces de son activisme nazi via ses sources policières. Donc voilà pour les sources. Je peux peut-être compléter une dernière chose, c'est que les sources du procès de Nuremberg sont redécouvertes au rythme des procès d'épuration, notamment le procès d'Eichmann en 1961 à Jérusalem, où on relit finalement des documents qui étaient déjà connus à l'époque de Nuremberg, mais comme le procès d'Eichmann est centré sur la question de la Shoah et des responsabilités dans le processus d'extermination des Juifs d'Europe, on relit et on repose la question de la responsabilité de Kaltenbrunner à ce moment-là. Alors maintenant, on va plutôt évoquer le fond de votre ouvrage, et à commencer par revenir, si vous le voulez bien, sur l'origine sociale et politique de Kaltenbrunner avant son rapprochement avec le parti nazi. Donc revenir peut-être sur cette Autriche pré-Première Guerre mondiale, et puis ensuite le conflit, et puis ses conséquences et les impacts que ça a pu avoir sur ce personnage. Oui, alors Kaltenbrunner a ceci de particulier, c'est qu'il éclaire finalement, là encore, au-delà du cas individuel. Je pense que c'est un ouvrage qui permet de comprendre, surtout pour un public français, quelle est la voie autrichienne dans le nazisme. Qu'est-ce que c'est que le nazisme autrichien par rapport au nazisme allemand? Ça, je pense qu'il n'y avait pas en français de choses... il n'y avait pas beaucoup de choses en français sur ce sujet. Donc, j'ai voulu bien éclairer cette enfance et cette jeunesse de Kaltenbrunner, aussi parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec celle de Hitler. Donc,
donc les deux viennent de la même région, la Haute-Autriche, autour de la ville de Linz. Ils appartiennent à deux générations différentes, parce que Kaltenbrunner est né en 1903. Hitler, comme vous le savez, est né à la fin du 19e siècle. Mais néanmoins, ils ont fréquenté le même lycée à Linz et le même milieu social. Donc, on va dire, pour Kaltenbrunner, on peut dire que c'est la bourgeoisie allemande de Linz. La Haute-Autriche, c'est à l'époque donc de l'avant-première guerre mondiale, une partie de l'Autriche-Hongrie. Donc, c'est situé dans ce qu'on appelle la Cislétanie, c'est-à-dire la partie autrichienne de l'Autriche-Hongrie, donc régie par les Habsbourg. La Cislétanie, c'est évidemment un espace avec beaucoup de nationalités, mais la Haute-Autriche se distingue par le fait qu'il y a une très forte majorité de germanophones. C'est une région allemande. Voilà. Et c'est une région frontalière avec la Bavière. Donc, c'est développé dans cette région un courant politique, le pangermanisme, là aussi à la fin du 19e siècle. Donc, cette idée qu'il faut réunir tous les Allemands dans un seul État. Et ce pangermanisme est lié aux théories raciales qui se développent aussi à la fin du 19e siècle. Et donc, le milieu dans lequel grandit Hitler, mais aussi Kaltenbrunner avec une génération de décalage, c'est ce milieu pan-germaniste de l'Autriche d'avant 1914. Et j'ajoute que comme c'est une pensée raciale qui définit les Allemands comme une race, et bien il y a évidemment, on arrive tout de suite à l'antisémitisme. C'est un courant qui est foncièrement antisémite. Et c'est ce milieu-là qui imprègne la vie politique de la Haute-Autriche. Voilà, donc tout ça, c'est important parce que quand on cherche finalement la matrice idéologique qui peut conduire au nazisme, je ne dis pas que c'est automatique, mais je dirais que c'est vraiment une matrice qui rend possible très facilement le passage après la Première Guerre mondiale à l'idéologie nazie. D'accord. Et ensuite, donc, dans ce moment entre cette fin de la Première Guerre mondiale et les rapprochements de Kaltenbrunner avec le nazisme, donc, quelle a été son évolution, en fait? Alors, le contexte est là aussi extrêmement important. La petite Autriche dans laquelle Kaltenbrunner va faire ses études, c'est une Autriche qui est celle de l'après-traité de Saint-Germain, donc de septembre 1919, qui a amputé donc l'Autriche-Hongrie, évidemment, comme empire disparaît à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et l'Autriche qui reste, c'est une petite Autriche, amputée d'un certain nombre de territoires, qui n'est pas viable économiquement, qui est confrontée non seulement à des problèmes monétaires, à des problèmes économiques, puisque finalement, toutes ces ressources, les voies d'approvisionnement, notamment pour le ravitaillement, sont désormais dans d'autres pays, qui sont les États successeurs de l'Autriche-Hongrie. Donc, il y a des problèmes intenses de ravitaillement. Et c'est aussi une Autriche qui est confrontée à la Révolution, avec une forte polarisation politique entre communistes, rouges, sociodémocrates d'un côté et anticommunistes de l'autre. Kaltenbrunner grandit dans ce contexte-là et va finalement faire ses débuts à l'université, dans cette corporation étudiante, dans ce contexte qui favorise deux choses. D'une part, je dirais, la pensée de la réunion avec l'Allemagne, la fameuse Anschluss, qui est pourtant interdit par le traité de Saint-Germain, comme elle l'est d'ailleurs dans le traité de Versailles, comme chacun sait, mais aussi une forte radicalisation politique qui conduit finalement à vouloir transposer les idées politiques dans des pratiques violentes. Et ce passage par la corporation Arminia, donc quand il est étudiant à Graz, traduit ce passage en acte, notamment de la violence antisémite. D'accord, merci. Et ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous montrez comment un cadre intermédiaire finit par accéder à partir de 1943 à des fonctions assez significatives dans le régime. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, avant 1943, Kaltenbrunner reste un cadre intermédiaire? Alors, c'est un cadre intermédiaire après l'Anschluss, parce que on aurait pu supposer qu'il soit plus puissant. Donc, c'était une question que je continue d'ailleurs à me poser. Ça reste encore un cheminement, je dirais, parce que c'est difficile. Sur le papier, c'est quelqu'un qui devrait être très puissant. Il est dans le premier gouvernement
de Seyss-Inquart, quand il y a encore un gouvernement en Autriche. Entre 1938 et 1939, il est secrétaire d'État à la Sûreté. Donc il cumule le poste de chef de toute la SS d'Autriche avec ce poste étatique. Donc à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a une sorte de fusion entre les instances étatiques et les instances du parti nazi. Mais très rapidement, l'Autriche n'est plus un État. Donc, elle est subdivisée en Gau, c'est-à-dire en circonscription du parti nazi. Elle est donc incorporée comme cela dans le Troisième Reich, entre guillemets. Et donc, les pouvoirs de Kaltenbrunner reviennent à ce qu'ils étaient avant l'Anschluss, à savoir être seulement, mais c'est déjà pas rien, évidemment, chef de toute la SS. Ce qui se passe, c'est que son périmètre d'action est divisé par le fait que l'Autriche est divisée en 2 territoires. Donc, il ne garde que le contrôle du territoire nord. Donc, c'est une première réduction de ses pouvoirs. Et deuxièmement, le nazisme, c'est le régime nazi, c'est un régime très compliqué. Les historiens ont proposé le terme de polycratie pour expliquer qu'il y a plusieurs centres de décision, plusieurs appareils rivaux qui chacun se dispute l'initiative et vis-à-vis donc du centre, vis-à-vis de Berlin. Et en Autriche, donc il y a plusieurs autorités concurrentes. Et donc il y a le commissaire finalement du Reich en Autriche. Il y a les Gauleiter, c'est-à-dire les chefs régionaux du parti nazi, notamment celui de Vienne qui est très puissant. Il y a le chef de la Gestapo, donc la police secrète d'État à Vienne, Huber. Donc je dirais que de fait, l'autorité de Kaltenbrunner, elle est concurrencée, notamment pour l'application des politiques criminelles, elle est concurrencée par d'autres chefs, d'autres dirigeants nazis. Et c'est difficile parce que je cherche en rien à dédouaner ce personnage et à dire qu'il n'est pas responsable. Il a un poste de responsabilité qui fait qu'il est compromis très gravement. Mais quand on cherche à savoir qui prend les décisions, force est de constater qu'un certain nombre de décisions lui échappent. Donc, il est au courant de tout, il applique quand on lui demande de faire, mais c'est pas lui toujours qui décide. Voilà. Par exemple, c'est pas lui qui décide les premières déportations des Juifs d'Autriche. Voilà. Mais il est au courant et c'est lui qui, en tant que chef de la SS, supervise finalement l'appareil concentrationnaire en Autriche. Donc il y a ce grand camp de Mauthausen qui commence à être érigé à partir de 1938, donc date à laquelle Kaltenbrunner est chef de la SS et qui va avoir beaucoup de commandos en plus extérieurs, un camp tentaculaire. C'est évidemment son périmètre direct. Très bien. Est-ce que vous pourriez un petit peu éclairer la relation qu'il entretient avec Heinrich Himmler ? Alors Heydrich s'en méfie parce que, disons que la trajectoire de Kaltenbrunner remonte donc au début des années 30. Il a adhéré dans la SS et au parti nazi au début des années 30. Et très rapidement, donc, à partir de 1933, ce parti nazi devient clandestin, interdit. Et donc, Kaltenbrunner va directement, finalement, être subordonné de manière clandestine à Himmler. Et donc se construit à ce moment-là un lien de loyauté, un lien d'obéissance, un lien de fidélité, alors que j'ai essayé d'expliquer. Il y a notamment ce rôle très important du serment de fidélité dans la SS, mais c'est renforcé, je dirais, par rapport à la SS en Allemagne, par le fait qu'on est dans un mouvement qui est clandestin. On est vraiment dans un cas très différent de ce qui se passe en Allemagne, et dans un mouvement qui est à l'époque encore très minoritaire par rapport à ce qu'il est en Allemagne au début des années 30. Et ça forge une relation très spéciale à Himmler. D'ailleurs, l'historien Peter Blake, que j'évoquais au début de l'entretien, son livre a été traduit en allemand avec le sous-titre « Kaltenbrunner, le vassal de Himmler ». Et c'est tout à fait juste, il a tout à fait pointé cette relation privilégiée. Du coup, quand Heydrich arrive à la tête de l'Office central de sécurité du Reich, donc, qui est créé donc, en septembre 1939, quand l'Allemagne rentre dans la Seconde Guerre mondiale, il se méfie de Kaltenbrunner, qui en fait a une relation spéciale avec Himmler. Et Kaltenbrunner le sait. Heydrich fait surveiller d'ailleurs Kaltenbrunner. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne relation avec Heydrich. Quand se pose la question de la succession de Heydrich, la nomination de Kaltenbrunner a été une surprise pour tout le monde, notamment donc, pour tout le monde à Berlin. Kaltenbrunner ne connaît pas Hitler, n'a pas de relation personnelle avec Hitler, alors qu'on pourrait dire qu'il y a
quand même cette origine commune autrichienne, ces parallélismes, il n'a jamais rencontré Hitler. Donc c'est très étonnant. Ça a beaucoup surpris à Berlin, mais Himmler choisit le vaillant, le vaillant serviteur, celui qui est loyal. Voilà. Et c'est ainsi qu'il arrive en janvier 1943 à la tête de l'Office central de sécurité du Reich, après une période où ce poste a été vacant pendant quasiment 6 mois. Et donc justement, à partir du moment où il prend ce poste en janvier 1943, j'imagine qu'il a un rôle décisionnel beaucoup plus important par rapport à ce que vous décriviez avant. Est-ce que vous pourriez revenir dessus justement, et donc son action entre 1943 et puis son arrestation en 1945? Tout à fait. Alors c'est une question très difficile, que je pense avoir insuffisamment résolue dans le livre, car les sources sont très lacunaires pour cette période, puisqu'on se trouve donc avec des sources qui devraient être celles du RSHA, donc de l'Office central de sécurité du Reich, source qui aujourd'hui n'existe plus. Alors longtemps on a dit c'est parce qu'il y a eu des bombardements à Berlin, c'est peut-être vrai, mais beaucoup d'historiens pensent que ces sources ont aussi été saisies au moment de la capitulation, donc saisies et sans doute transférées en URSS. Donc on fait avec ce qui reste, c'est-à-dire des sources très éparses. Alors je dirais que, a priori, quand on voit les organigrammes du RSHA qui sont projetés à Nuremberg, on voit bien que Kaltenbrunner est tout au sommet. Donc, a priori, il est le chef de la Gestapo, le chef du service de renseignement, le chef du service idéologique, il est le supérieur de Eichmann, qui lui-même, donc d'abord le chef de Müller, puis le chef de Eichmann, si on suit l'ordre hiérarchique. Donc, quand on lit cet organigramme, on voit clairement qu'il a une position tout à fait dominante à la tête de cet appareil sécuritaire et de renseignement. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on est dans un contexte à partir de février 1943, la défaite de Stalingrad, et puis à partir de l'été 1943, où le contexte militaire fait qu'on a une désorganisation progressive des appareils de police et de renseignement, de plus en plus une situation chaotique, c'est surtout à la fin, à partir de 1944-1945, qui explique que le centre ait moins de pouvoir qu'avant. Finalement, il y a une plus grande autonomie sur le terrain, plus grande marge de manœuvre des chefs de la police et de l'ASS dans ce contexte de désintégration du Reich, qui va s'accentuer, qui n'est pas encore là en janvier 1943, mais qui va s'accentuer jusqu'à la fin. Donc se pose dès lors la question, l'organigramme de ce fait ne veut plus rien dire, j'allais dire, c'est exagéré de le dire comme ça, c'est trop forcé, je retire ce que je dis parce que ça pourrait être mal interprété, mais je dirais qu'il faut être très prudent. Voilà. Quelle est finalement la véritable marge de manœuvre de Kaltenbrunner? Il est certain qu'il est tout à fait d'accord avec la radicalisation de la politique de répression des ennemis, ce qui sont considérés comme les ennemis du Reich. Il est tout à fait d'accord avec la poursuite de l'extermination des Juifs d'Europe. Il se rend personnellement à Budapest en 1944 pour organiser la déportation des Juifs de Hongrie qui vont être exterminés à Auschwitz. C'est la phase industrielle de la mise à mort à Auschwitz à ce moment-là. Donc tout ça, il est tout à fait d'accord, et d'ailleurs il ne le reniera jamais jusqu'au bout, jusqu'à Nuremberg. Il pense que c'est Hitler qui a raison sur ces politiques raciales. Voilà. Mais ensuite, si vous voulez, il a peu prise finalement sur d'abord la situation militaire et d'autre part la situation sur le terrain dans les différents espaces sous contrôle allemand. Voilà. Donc ça, c'est pour cela que ça reste une question difficile, la question de son... Et puis, j'ajoute à cela le fait qu'il n'a jamais été apprécié de ses subordonnés immédiats, à savoir les chefs des bureaux du RSHA, ce gigantesque organisme de pouvoir, là, le RSHA, l'Office central de sécurité du Reich, est divisé en bureaux, et ce sont... les chefs de bureau, donc par exemple il y a un bureau qui s'appelle le bureau de la Gestapo, le chef de la Gestapo à la fin de la guerre, donc c'est Müller. Il est clair que Müller, par exemple, n'aime pas Kaltenbrunner et pour un certain nombre de décisions le contourne, voilà, réfère directement à Himmler. Donc il y a cette question de savoir quelle est finalement son emprise sur cet appareil. Donc finalement ce remplacement d'Heydrich a donc peut-être été mal vécu par certains de ses subalternes. Oui, parce que tout le monde rêvait de cette succession, et je pense que les dirigeants à Berlin espéraient que ce soit l'un d'eux.
Donc, voir l'outsider, Kaltenbrunner, arriver, quelqu'un qui est inconnu à Berlin, n'a pas facilité, je pense, son insertion. D'accord. Et quelles étaient ses relations avec Eichmann? Pareil, est-ce que Alors, c'était un peu une relation de méfiance peut-être de la part d'Eichmann ou... Alors Eichmann, il faut bien voir qu'il est clairement en dessous, hein. Donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout un égal. Eichmann, c'est le chef du bureau des affaires juives, qui dépend donc le bureau B4, qui dépend lui-même de l'Amt 4, qui est le bureau 4 de la Gestapo, et qui ensuite relève de Kaltenbrunner. Donc l'ordre hiérarchique, si vous voulez, quand Eichmann réfère à son chef immédiat, il réfère auprès de Müller. Et ensuite seulement Kaltenbrunner. Donc Eichmann, c'est un subordonné. Voilà. Et c'est d'ailleurs sa ligne de défense, hein, au moment de son procès. Hein, il va dire, mais moi, en fait, j'applique des ordres qui viennent de plus haut. Voilà. Donc, alors, il y a, évidemment, ça, c'est ce qu'il y a dans la ligne de commandement sur le papier. Après, là, votre question est pertinente, c'est qu'il y a un lien autrichien entre Eichmann et Kaltenbrunner. Eichmann, c'est pas une famille d'Autriche, mais il y a un lien avec l'Autriche au sens où le père de Kaltenbrunner avait des relations avec la famille d'Eichmann. Et ensuite, Eichmann a été envoyé après l'Anschluss, l'été 1938, à Vienne, pour organiser le bureau central d'émigration des Juifs. C'est une nouvelle instance qui est créée. À l'époque, les nazis veulent se débarrasser des Juifs en les faisant quitter le Reich. Donc, cette centrale d'émigration forcée, elle est testée en Autriche à partir de l'été 1938 et Eichmann est son organisateur en Autriche. Donc, il y a ce point commun d'avoir été ensemble en Autriche, dans ces années décisives, hein, de mise en place, de tests, de fabrication, on va dire, des politiques antisémites, qui sont ensuite généralisées dans le reste du Reich. Aujourd'hui, on ne voit pas l'Autriche comme un terrain d'application des politiques antisémites, mais comme un terrain d'élaboration. Donc, c'est toute une manière de voir différemment, finalement, l'espace du Troisième Reich. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives criminelles qui sont élaborées, puis testées en Autriche, et ensuite transférées dans d'autres régions, notamment cette centrale d'émigration forcée des Juifs. Elle est ensuite créée à Berlin, elle le sera ensuite à Prague, etc. Donc Eichmann a, avec Kaltenbrunner en commun, cette expérience autrichienne criminelle. En fait, on peut faire très attention parce que dans les sources judiciaires, ce sont des sources situées. Quand Eichmann se présente comme un simple subordonné de Kaltenbrunner, bien sûr c'est vrai sur le papier, c'est un peu plus compliqué en réalité, puisque y a cet avant 1939. Voilà. C'est-à-dire ce qui se passe avant la création du RSHA. D'accord, merci beaucoup. Et donc pour continuer donc, dans la chronologie des événements, que se passe-t-il au moment de son arrestation? Donc par qui est-il arrêté? Comment est-ce que cela se passe? Et ensuite, en allant jusqu'à sa condamnation dans le cadre du procès de Nuremberg, comment se déroule peut-être le procès pour Kaltenbrunner? Alors, son arrestation est un peu rocambolesque. Il fait partie de ces nazis qui tentent de fuir. Alors, dans le cas de Kaltenbrunner, je dirais que la fuite naturelle, c'est vers l'Autriche. Bon, d'autres nazis ont tenté de s'enfuir par le nord, vers la côte, mais Kaltenbrunner pense que les Alpes, la forteresse des Alpes, hein, comme ils disent les nazis, serait un repli possible, et il s'illusionne jusqu'au point de vouloir constituer un gouvernement autrichien qui signerait une paix séparée avec les alliés occidentaux, donc sans l'Allemagne. Hein. Donc il imagine une survie politique à l'après-nazisme en Allemagne, sous forme d'un gouvernement autrichien, autonome, anticommuniste, signant avec les Alliés une paix séparée et continuant la guerre contre l'URSS. Il s'illusionne évidemment beaucoup, d'abord le soutien qu'il aurait en Autriche. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout un responsable, un chef nazi qui, à cette date-là, est charismatique, aurait un soutien de la population. Et d'autre part, évidemment, sur ce que souhaitent les Alliés. Voilà, donc il y a une sorte d'aveuglement quand même assez patent sur la situation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il tente cette fuite et il va se cacher, comme d'autres, hein, dans les montagnes autrichiennes. Et
disons qu'il sera dénoncé, hein, et c'est l'armée américaine, hein, qui va le capturer sur la base de dénonciation. Et donc, il est capturé par les Américains, identifié justement parce que c'est pas un dirigeant connu des Américains, des Alliés en général, donc ils n'ont pas de photos. Et c'est sa maîtresse, hein, qui va l'embrasser quand il est capturé, ce qui permet de l'identifier. Et cela permet donc de savoir que c'est bien lui. Et puis, il est ensuite capturé, prisonnier, et il sera traduit donc à Nuremberg. Comment se déroule peut-être sa défense justement pendant le procès? Alors, c'est un accusé qui est beaucoup absent. C'est pour ça aussi qu'il suscite peu l'intérêt des médias de l'époque. Donc le procès de Nuremberg, c'est un procès qui a été intensément médiatisé. C'est surtout la presse et la radio, évidemment, hein. Même si ces médias sont contrôlés en Allemagne, j'ai eu à cœur quand même de voir qu'est-ce qu'on disait de lui, finalement, au moment du procès de Nuremberg. Donc j'ai consulté aussi les journaux de l'occupation, journaux soviétiques, journaux américains, journal français, journal britannique. Donc c'est une presse certes censurée ou sous surveillance, mais qui reflète quand même ce qu'on pense à l'époque ce que les Alliés en tout cas pensent à l'époque des accusés. Et on voit que c'est un accusé totalement secondaire. Donc d'abord il a été absent parce qu'il a été hospitalisé 2 fois. Donc il y a une photo de lui en fauteuil roulant. Et ensuite, c'est pas un cas qui a été beaucoup médiatisé dans la presse. Voilà. Kaltenbrunner, il n'est pas interrogé avant 1946, printemps 1946. Pour nuancer ça, il est néanmoins considéré comme condamné à mort, hein. Je reprécise, il fait partie des 12 condamnés à mort, hein, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc il n'y a pas une méconnaissance de sa culpabilité, mais c'est pas un nazi sur lequel on s'arrête. Et on le voit aussi d'ailleurs sur les films qui sont les films du verdict, qu'on peut voir maintenant facilement, hein, et qui ont été diffusés beaucoup. Dans ces films, on s'attarde pas tellement sur lui en fait, hein. On le voit un moment au micro, mais il fait pas partie des personnages importants sur lesquels on se... Vite coupé, ouais. D'accord. Du coup, une fois le procès terminé, une fois qu'il a été condamné à mort, qu'est-ce qu'il reste de Kaltenbrunner après ce procès, en fait? Est-ce qu'il y a une mémoire? Est-ce qu'on on considère au même titre que les autres dignitaires nazis, ou est-ce qu'au contraire, il tombe un peu dans l'oubli? Je dirais, donc dans le livre, j'ai scindé en 2 l'après-46. J'ai fait jusqu'au procès d'Eichmann et après. Jusqu'au procès d'Eichmann, je dirais qu'il y a une mémoire surtout en Autriche. Donc on dit souvent que le procès d'Eichmann, ça a été un tournant mémoriel à l'échelle de l'Europe, hein, et sans doute du monde, puisque la question de la Shoah devient centrale dans la mémoire de cette période. Je ne dis pas qu'elle était absente du procès de Nuremberg, mais à Nuremberg, l'idée c'était de juger tous les aspects du régime nazi. Au moment du procès d'Eichmann, on se focalise sur la question de l'extermination des Juifs. Et à ce moment-là se repose donc la question de la culpabilité et de la responsabilité de Kaltenbrunner, ce qui fait que j'ai distingué l'avant et l'après procès. Donc c'est une mémoire qui a été longtemps occultée quand même en Autriche, parce que l'Autriche après les procès d'épuration de l'immédiate après-guerre, l'Autriche se caractérise, on pourrait dire, par une amnésie lente, hein, longue, sur cette période. L'Autriche endosse une posture qui est celle que lui reconnaissent d'ailleurs les Alliés au procès de Nuremberg, à savoir la posture de la victime de l'Allemagne nazie. Donc à ce titre, elle n'a pas spécialement envie d'exhiber des nazis autrichiens. Voilà. Et donc c'est plus confortable pour ce pays de se construire comme un pays victime des nazis allemands. Ça explique sans doute aussi le fait que il y a eu longtemps pas tellement de mémoire, hein, sur cette culpabilité autrichienne. Aujourd'hui, c'est très différent. Depuis les années 1990, on a une mémoire qui a été, on pourrait dire, réveillée. On a des historiennes, des historiens autrichiens qui travaillent et qui ont beaucoup enquêté, hein, sur les nazis ou le nazisme en Autriche. Et évidemment, montrer que ce nazisme, hein, a suscité de l'adhésion en Autriche, et qu'en 1938, dire que l'Autriche est une victime, c'est un peu facile, sachant qu'il n'y a plus de démocratie déjà en Autriche à cette date. Depuis 1933-1934, on a un régime qui est autoritaire en Autriche.
il n'y a plus de république déjà. C'est un régime qui poursuit déjà la gauche, les sociodémocrates, les communistes, hein, bien sûr aussi les nazis, mais c'est plus une démocratie. Donc on peut faire de l'Autriche le pays démocratique agressé par l'Allemagne nazie en 1938, c'est un raisonnement qui est trop rapide. D'autre part, l'Anschluss a suscité une grosse adhésion dans la population. Les opposants étaient déjà emprisonnés. L'adhésion majoritaire de la population à l'Anschluss est patente, vérifiée par le référendum d'avril 1938. Donc ensuite, les choses ont évolué, mais je dirais qu'il y a quand même une responsabilité quand même du peuple autrichien dans ce ralliement au régime nazi. Je pense que les historiens autrichiens seraient d'accord avec cela. Donc voilà, alors je reviens à ce que je voulais peut-être dire, c'est qu'aujourd'hui, si on se place dans les années 2020, la place de Kaltenbrunner dans la mémoire des bourreaux autrichiens, elle est tout à fait reconnue en Autriche, hein. Il n'y a aucun problème. Vous allez à Vienne, par exemple dans le centre de documentation de la résistance autrichienne que je mentionnais, qui est un centre de documentation, c'est aussi un centre de mémoire, avec une exposition permanente. Le rôle Kaltenbrunner y est présent. Si vous vous rendez sur le lieu de l'ancienne concentration de Mauthausen, c'est aujourd'hui un lieu de mémoire, on parle tout à fait de Kaltenbrunner. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui est totalement connu des Autrichiens. Voilà. Mais c'est moins le cas en Allemagne, a fortiori ailleurs. Un type de recherche qui se développe aujourd'hui, c'est celui sur les enfants des dignitaires nazis. Est-ce que c'est le cas de Kaltenbrunner ou pas du tout ? Oui, alors disons que moi j'ai pas voulu faire ça parce que le livre de Peter Black, hein, que je citais dans les années 1980, il s'est appuyé justement sur les entretiens avec Hans-Jürgen Kaltenbrunner, qui était le fils, pour essayer d'avoir des informations, voilà, sur. Moi j'ai j'ai pas creusé cette piste. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, ce serait plutôt d'ailleurs les petits, voire les arrière-petits-enfants, hein, avec l'éloignement chronologique. Alors c'est vrai, moi j'ai pas du tout enquêté dans cette direction. Et enfin, pour terminer, peut-on vous demander si vous avez des projets de recherche en cours, des nouveaux projets ? Alors là, ça va être le scoop. Je prépare un livre, mais c'est pas pour tout de suite parce que ça demande du boulot. Donc je me suis lancée effectivement dans un nouveau projet. Donc je reviens à mes premières amours, l'histoire sociale. Je voudrais écrire une histoire sociale du parti nazi. Voilà, de 1920 à 1945, donc pas une histoire politique, pour ne pas redire ce qui a déjà été dit, une histoire tout simplement des adhérentes et des adhérents du parti nazi, qui est un parti avec quand même 10 millions de membres à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc la question, si je la résume en une phrase, comment se fait-il qu'un parti extrémiste puisse attirer comme ça des millions d'individus ? Donc c'est une question quand même, je pense, qui permet de revisiter finalement beaucoup d'aspects de ce régime nazi qui a, rappelons-le quand même, suscité l'adhésion de la population jusqu'à une date très tardive dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a bien sûr un versant répressif, un versant dictatorial, mais il y a beaucoup de consentement aussi. Et c'est une manière finalement de réfléchir sur ce consentement qui, aujourd'hui, en 2023, peut-être étonner encore, quand il s'agit non seulement d'un petit parti ou petit milieu d'adeptes, mais de millions d'individus. Voilà, donc c'est réfléchir à ces questions-là. Voilà, mais ça suppose quand même pas mal encore de recherche, donc j'ai commencé très récemment. Ça promet un bel ouvrage, en tout cas. On verra. Voilà. Restez prudent. Voilà. En tout cas, il nous reste à vous remercier. C'était très éclairant. Merci beaucoup de votre intérêt, et puis j'espère que ça va être utile aussi du point de vue méthodologique pour votre public. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.